Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le COSLEPI, l'organe chargé de corriger la liste électorale au Bénin, répond aux accusations concernant le retard pris dans ses missions. Pour les membres de l'organisme, il manque 8 milliards de francs CFA pour atteindre ses objectifs. Manifestation massive au Burkina Faso à l'appel de l'opposition. Des milliers de personnes sont venues dire non à la révision de la constitution voulue par le pouvoir. Et en Somalie, des formations de personnel de santé ont débuté dans le cadre de la prévention virus Ebola. Le pays craint que son système sanitaire soit inefficace en cas d'arrivée de l'épidémie. Mais tout d'abord, à la une ce mercredi, la mort du président zambien Michael Sata. Le chef de l'État, âgé de 77 ans, était gravement malade depuis plusieurs mois. D'après les médias locaux, son décès serait survenu mardi soir à Londres où il était soigné. La présidence par intérim sera assurée par Edgar Lundu en attendant la tenue d'élections anticipées. Au Bénin, les membres du COSLEPI, l'organe chargé de corriger et d'actualiser la liste électorale au Bénin, ont tenu à s'expliquer sur les retards pris dans leur mission. Ils estiment que les financements sont insuffisants. Ils réclament 8 milliards de francs CFA supplémentaires. Un reportage de notre correspondante Shirei Wataema. Entre volonté de réduction des dépenses et demande d'apport financier supplémentaires en vue de finaliser la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, une impasse se dessine. C'est du moins ce qui transparaît des différentes clarifications apportées par le gouvernement béninois et le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Depuis le début des opérations d'appurement de la liste électorale, environ 9 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement. L'organe en charge de la correction de l'outil électoral réclame 8 milliards supplémentaires afin de finaliser les étapes du processus de sa correction. Elle consiste en la collecte de données biométriques et l'établissement de cartes d'électeurs. En effet, le COSLEPI déplore la non-adoption du budget soumis au gouvernement d'un montant de 13,5 milliards et le retard observé dans le décaissement des fonds. Sans cette contribution supplémentaire, les membres du COSLEPI prétendent ne point être en mesure de poursuivre les travaux. Nous ne sommes pas en train de travailler pour la LEPI 2014-2015. Nous sommes en train de mettre en place le fichier électoral national du Bénin pour une durée de 7 ans. Ça veut dire que ce que nous faisons ici, nous faisons une fois pour de bon, on n'aura plus à dépenser peut-être les frais d'actualisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de traitement qui serait mise en place. On n'aura plus à dépenser un seul sou pour ce qui est de la liste électorale au Bénin jusqu'en 2021. Il faut mentionner que le fichier électoral national prend en compte les Béninois de 12 ans et plus. Dans une correspondance adressée au COSLEPI, le gouvernement limite le budget de l'organe à la somme de 9 milliards. Selon l'exécutif, si le COS consomme 17 milliards, le budget des élections tournerait autour de 40 milliards en tenant compte des autres institutions impliquées dans l'organisation des élections. Une somme estimée exorbitante. Dans l'un ou l'autre des cas, le document de 8 milliards dont parle notre collègue aujourd'hui est en disproportion par rapport à ces premières annonces qui ont été faites et par rapport auxquelles le gouvernement n'avait aucune marge de manœuvre compte tenu de l'enveloppe disponible. Et donc, il est important de retenir que jusque-là, par rapport à ces deux premiers niveaux de responsabilité, c'est-à-dire la mise à disposition des ressources et puis après la convocation du corps électoral, le gouvernement n'est pas encore défaillant. Les élections locales, communales et municipales qui devraient être organisées depuis mars 2013 connaissent à ce jour un retard de 19 mois. Un retard qui devrait interpeller les différents acteurs de la vie politique et institutionnelle du Bénin. Il y va de la préservation des acquis démocratiques et de la crédibilité du pays. En Côte d'Ivoire, Moïse Lida Kouassi, qui était ministre de la Défense de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été inculpé de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, et ce après 3 jours de garde à vue. Il avait été arrêté vendredi dernier à son domicile à Abidjan. Il est désormais placé sous mandat de dépôt. Dans l'actualité également, c'est une manifestation d'une rare ampleur qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale pour dénoncer le projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de se représenter pour un nouveau mandat. Aminata Diak.
Ils étaient des milliers de personnes à marcher dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour protester contre la décision du gouvernement de procéder à une modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un 5e mandat en 2015. Dans la nuit de lundi à mardi, des heurts ont éclaté sur la principale route du pays, la nationale 1, entre des gendarmes et des protestataires. Ce mardi 28 octobre encore, des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. À l'appel de l'opposition politique, de nombreux manifestants sont sortis ce matin pour protester contre la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Cet article, s'il est modifié, permettra à M. Blaise Compaoré d'être candidat en 2015 et ainsi il briguera un 5e mandat. La marche meeting a bien suivi l'itinéraire indiqué par l'opposition politique. Lorsque des manifestants répondant à l'appel d'une partie de la société civile qui leur demande d'occuper la place du rond-point des Nations Unies, c'est ainsi que la police a commencé à lancer les gaz lacrymogènes et il y eut une bousculade et par la suite des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants. Pour les autorités, le message de l'opposition et des contestataires a été entendu. Seulement, elles déplorent l'incidence de ces événements sur l'économie du pays. Les manifestations sont déroulées au cours de la journée d'aujourd'hui et dans les principales villes du Burkina, mais ça a eu un impact sur l'activité publique, la vie économique, d'autant qu'il y a une certaine peur qui s'était installée sur la ville. Donc les gens ont redouté les violences et donc les commerces ont fermé pour la plupart. L'administration a fonctionné au ralenti. Et voilà, le gouvernement prend note de ces manifestations. Et le message, le discours du chef de file de l'opposition, nous en prenons note. Et nous avons malheureusement constaté un certain nombre de débordements où des jeunes n'ont pas suivi les itinéraires prévus par la manifestation, ce qui a donné à quelques débordements par-ci, par-là. Ce mercredi, les syndicats ont également appelé à une grève générale. Cette nouvelle manifestation se tient à la veille de l'examen par les députés du projet de la modification de l'article 37 de la Constitution. Si la loi est adoptée, un référendum sera organisé. Mais en cas d'adoption, avec plus de 2/3 des voix, la Constitution pourra être révisée sans passer par le référendum. En Égypte, Alaa Abdel Fattah, figure de la révolte populaire de 2011, a été arrêté une nouvelle fois ce lundi. Un tribunal a ordonné son placement en détention alors qu'il avait été libéré sous caution en septembre dernier. Ce militant de gauche de 32 ans est actuellement jugé pour des violences ayant eu lieu lors d'une manifestation non autorisée. Ibrahim Diaye. Assistons-nous à un durcissement du régime du maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Ce lundi 27 octobre, un tribunal égyptien a ordonné la mise en détention de 21 militants, dont Alaa Abdel Fattah, leader des jeunes révolutionnaires de 2011. C'était une des craintes de nombreux observateurs qui dénonçaient les risques de restriction des droits avec l'élection du maréchal al-Sisi à la tête de l'Égypte. Le tribunal a ordonné l'arrestation et la détention de toutes les personnes accusées en attendant le procès. Plusieurs membres des frères musulmans, dont l'ancien président déchu Mohamed Morsi ou encore Mohamed Badi, le chef de l'influence confrérie, sont détenus depuis juillet 2013. Leur sont reprochées les violentes manifestations non autorisées qui ont suivi le coup d'État militaire. Les militants de droits de l'homme se trouvent en ce moment et depuis bientôt un an objets de pression majeure. Il n'est plus bon augure d'être activiste en Égypte comme c'était le cas juste avant la révolution. Cette situation perdure depuis la loi qui organise des manifestations en Égypte. Le gouvernement actuel, sous la présidence d'Al-Sisi, et montre qu'elle est prête à tout pour écraser l'opposition. Et on compte à l'heure actuelle environ 15 000 personnes dans les prisons, et compris en majorité avec des jeunes militants et aussi de l'opposition laïque de gauche. Avec tous ces indices, on voit que les droits de l'homme ne sont pas du tout à l'ordre du jour du gouvernement actuel. Rappelons qu'une loi qui restreint le droit de manifester a été adoptée en 2013. Elle donne au ministère de l'Intérieur le pouvoir d'interdire tout rassemblement public de plus de 10 personnes, faisant redouter un retour à l'autoritarisme et à la répression. Depuis le coup d'État du maréchal al-Sisi, l'Égypte essuie une série d'attentats terroristes. Dernier en date, une attaque suicide qui a entraîné la mort de 30 soldats dans le Sinaï. L'état d'urgence a été décrété dans cette région et un couvre-feu instauré.
En Somalie, État d'Afrique de l'Est, la menace du virus Ebola est encore loin, mais les autorités ne veulent courir aucun risque. Les personnels de santé ont donc commencé à se préparer en cas d'arrivée de l'épidémie sur le territoire national. Une tâche difficile dans un pays où le système sanitaire manque d'efficacité. Aminata Diak. Aucun cas d'Ebola n'a été enregistré pour le moment dans la Corne de l'Afrique, mais plusieurs pays de la région multiplient les précautions, notamment la Somalie, où les agents de santé de Mogadiscio, la capitale, se forment à la prévention et la lutte contre Ebola. En raison de nouvelles rotations des forces de la Sierra Leone, l'un des principaux pays contributeurs de l'AMISOM est par ailleurs l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus. Le gouvernement a décliné un plan d'urgence. Aujourd'hui, nous étendons la sensibilisation sur le virus Ebola aux agents de la santé tels que les médecins, infirmières, techniciens de laboratoire et les sages-femmes sur la façon dont ils peuvent faire face à Ebola, qu'ils arrivent à prendre des mesures de protection pour eux-mêmes. Plus de 100 agents de santé ont participé à cet atelier. Au regard de la vitesse de propagation de l'épidémie, certains participants estiment que la Somalie n'est pas encore prête à faire face à la maladie. Je ne pense pas que les Somaliens arrivent à contenir une épidémie d'Ebola parce que notre société n'est pas très bien informée sur cette infection mortelle. Le principal défi consiste à créer un site d'isolement puis à mener une enquête, parce que la Somalie n'est pas encore prête, parce que la capacité de nos laboratoires est limitée. Après 2 décennies de conflits, le système de santé de la Somalie reste fragile. Le pays mène toujours son offensive contre les islamistes d'Al-Shabaab et la situation humanitaire avait déjà atteint en juin 2014 un niveau alarmant. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Non-Stop Info.